Raphaël Merel croyait connaître tous les recoins de sa propre vie, jusqu'à ce que le téléphone de l'école sonne pendant une réunion décisive. Le contrat posé sur la table valait des millions, les directeurs attendaient sa signature et l'écran de son portable insistait avec le nom du collège de Thiago. Il répondit en pensant régler tout cela en quelques secondes, mais la voix de la coordinatrice Léonora le laissa immobile. Elle remerciait le soutien de la famille, disait que les dettes du garçon étaient réglées et que son comportement s'était beaucoup amélioré. Raphaël serra l'appareil contre son oreille et demanda, presque sans voix, de quelle dette elle parlait. De l'autre côté, Léonora hésita avant de répondre que Madame Marlène Santos s'était occupée des paiements et avait accompagné chaque étape du processus scolaire. Marlène Santos, la femme de ménage de sa maison. La femme qui arrivait 3 fois par semaine par la porte de service, nettoyait les pièces en silence et disparaissait avant que quelqu'un ne se souvienne de lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Raphaël raccrocha lentement. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sut donner aucun ordre. Pour comprendre cet appel, il fallait revenir au jour où Marlène était apparue au portail de la résidence, 4 mois plus tôt. Une pluie fine tombait sur Goiânia, et Raphaël était en retard pour une visite de chantier. Il reçut la femme à l'entrée du manoir avec empressement, examina les références rapidement et expliqua les tâches comme quelqu'un qui énumère les clauses d'un contrat. Cuisine, chambre, salle de bain, buanderie, lingerie. Marlène écouta tout sans l'interrompre. Elle avait un simple sac à l'épaule, des chaussures usées, les cheveux attachés et une manière sereine qui ne réclamait ni sympathie ni permission. Quand Raphaël termina, elle dit seulement qu'elle commencerait par la cuisine, parce que l'évier accumulait des verres depuis la veille. Il trouva l'observation étrange, mais ne répondit pas. Il monta à son bureau, entra dans un appel, et en moins de 10 minutes, oublia qu'il y avait quelqu'un qui travaillait à l'étage du dessous. Thiago, âgé de 9 ans, ne l'oublia pas. Le garçon descendit chercher de l'eau et trouva Marlène en train de ranger le réfrigérateur. Elle ne demanda pas pourquoi il était rentré tôt, ni pourquoi il portait une expression trop fermée pour un enfant. Elle écarta seulement une chaise du pied et dit qu'il y avait des pains au fromage dans le four, s'il en voulait. Thiago fit semblant de ne pas entendre, ouvrit le réfrigérateur, prit une bouteille et remonta sans remercier. Marlène regarda l'escalier pendant quelques secondes, puis reprit son travail. Elle ne se vexa pas. Il y avait des silences qu'elle reconnaissait. À cette époque, Raphaël appelait tout cela une phase. Thiago avait cessé de montrer ses bulletins, répondait brièvement, évitait de dîner à table et laissait les mots de l'école perdus au fond de son sac à dos. Viviane, sa mère, vivait à São Paulo depuis le divorce et répétait au téléphone que les enfants s'adaptaient. Raphaël voulait y croire. La société immobilière exigeait des décisions toute la journée et la maison, malgré sa beauté, semblait trop grande pour 2 personnes qui se croisaient à peine. Il payait les mensualités, le chauffeur, l'assurance santé, les cours supplémentaires. Il se disait que cela était du soin. Il ne percevait seulement pas que Thiago voulait autre chose, quelque chose sans reçu, sans agenda, sans secrétaire pour fixer un rendez-vous. À la 3e semaine de travail, Marlène trouva une enveloppe froissée derrière le canapé du salon. À l'intérieur, il y avait une notification du collège, écrite sur un ton poli et urgent. Elle parlait de conflits en classe, de refus de participer aux activités et de la nécessité d'une réunion avec la famille. Marlène tint le papier plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Ce n'était pas sa maison, ce n'était pas son fils, ce n'était pas sa place. Elle plia la feuille et la posa sur le bureau de Raphaël, bien en évidence. 2 jours plus tard, elle retrouva la même enveloppe fermée sous une pile de catalogues de projets immobiliers. À ce moment-là, elle comprit que la vie n'avait pas été vraiment lue. Elle ne jugea pas Raphaël à voix haute. Elle connaissait les gens occupés, les gens fatigués, les gens qui confondaient urgence et importance. Le vendredi suivant, lorsque Thiago rentra de l'école en jetant son sac dans le couloir, elle ne demanda pas d'explication. Elle continua à passer un chiffon sur le plan de travail et commenta que, quand la tête est pleine, même un sac à dos semble lourd. Le garçon s'arrêta. Marlène ne le regarda pas directement. Elle dit seulement que le goûter était prêt. Thiago s'assit à table sans comprendre pourquoi il obéissait. Il mangea en silence. Avant de monter, il murmura que l'école était nulle. Marlène répondit que parfois l'école devient nulle quand on est triste pour une autre raison. Il la fixa, surpris,
mais elle lavait déjà la vaisselle. Raphaël vit cette scène par l'entrebâillement de la porte de la cuisine. Il rentrait plus tôt à cause d'une visioconférence annulée et entendit toute la phrase. Il eut envie d'entrer, de demander ce qui se passait, de reprendre la place qui était la sienne. Mais Thiago monta avant, et Marlène reprit son travail comme si rien ne s'était passé. Raphaël resta immobile dans le couloir, dérangé par le naturel des deux. Il ne savait pas s'il était reconnaissant ou méfiant. Marlène était efficace, discrète et respectueuse, mais il y avait quelque chose en elle qui dépassait la fonction convenue. Elle remarquait son fils, et Raphaël comprit avec un certain embarras que depuis des semaines il ne faisait qu'administrer le garçon. Quelques jours plus tard, arriva l'épisode de la tablette. Raphaël reçut le message de l'école pendant une négociation, lut les premiers mots et remit à plus tard. Le plus tard devint la nuit, devint la semaine, devint l'oubli. Thiago avait fait tomber l'appareil pendant un cours, non par jeu, mais sous l'effet d'une impulsion qui avait effrayé ses camarades. L'école ouvrit un suivi pédagogique. Quand personne de la famille ne répondit, Léonora insista. Marlène répondit par hasard, en voyant le numéro répété sur le téléphone fixe de la maison. Elle aurait pu raccrocher, expliquer qu'elle était employée, éloigner le problème. Au lieu de cela, elle écouta. Chaque phrase faisait naître en elle un vieux souvenir, gardé avec soin dans un petit portefeuille. Elio. C'était le nom que Marlène ne prononçait jamais au travail. Son fils avait lui aussi commencé ainsi, trop silencieux, trop en colère, trop incompris. À l'époque, elle travaillait dans 2 maisons, rentrait tard, pensait que la présence consistait à garantir la nourriture et le matériel scolaire. Quand elle comprit que le garçon avait besoin de plus que cela, la vie avait déjà fait payer un prix trop lourd. Marlène ne racontait pas cette histoire pour provoquer de la pitié. Elle portait Elio dans la poche de son portefeuille, sur une photo usée, et continuait à travailler. Mais en entendant Léonora parler de Thiago, elle sentit que l'histoire frappait de nouveau à sa porte, demandant une autre réponse. Alors elle demanda les informations, calcula la valeur de la tablette, posa des questions sur le suivi et, avec de l'argent économisé grâce à de petits services, paya le premier versement. Elle ne fit pas cela pour cacher Raphaël à ses responsabilités. Elle le fit parce que l'échéance arriverait avant sa prise de conscience. La semaine suivante, Marlène commença à observer Thiago avec plus d'attention. Non pas comme une surveillante, mais comme quelqu'un qui tient une petite bougie dans un couloir sombre. Elle laissait des fruits coupés sur la table, posait peu de questions, acceptait les réponses courtes. Quand il se plaignait du portugais, elle lui montrait un chemin simple. Quand il devenait nerveux, elle rappelait que respirer était aussi une réponse. Thiago ne changea pas d'un coup. Un enfant blessé accorde sa confiance lentement. Mais il commença à descendre boire de l'eau sans avoir soif, seulement pour rester près de cette femme qui n'exigeait pas d'explication. Raphaël, trop occupé, vit des signes isolés et ne sut pas assembler les morceaux. C'est ainsi que le secret commença à grandir dans la maison. Le lundi suivant, Raphaël descendit plus tôt que d'habitude et trouva Thiago assis sur l'escalier avec son lacet défait et son sac à dos ouvert à côté de lui. Le chauffeur attendait dehors. Marlène était dans la cuisine, faisant semblant de ne pas observer. Raphaël demanda si tout allait bien. Thiago haussa les épaules. Le geste était petit, mais il portait une muraille entière. Raphaël tenta de sourire, dit qu'il devait partir et sortit avant d'entendre la moindre réponse. Dans la voiture, l'image de son fils assis sur l'escalier continua de le marteler. Pour la première fois, il arriva au bureau sans se souvenir de son premier rendez-vous. Dans la maison, Marlène attendit que le silence s'installe. Puis elle alla jusqu'à l'escalier, ramassa le crayon tombé du sac à dos et le posa sur la table de la cuisine. Quand Thiago rentra de l'école, il trouva le crayon à côté d'un simple mot « Aujourd'hui peut être meilleur qu'hier ». Il n'y avait pas de signature. Il lut, plia le papier et le garda dans sa poche. Marlène le vit, mais ne commenta pas. Certains soins ne fonctionnent que lorsqu'ils ne sont pas annoncés. L'après-midi, Raphaël reçut un autre email de l'école. Cette fois, il l'ouvrit. Le message parlait d'une participation irrégulière au cours et recommandait la présence des responsables. Il lut tout, respira profondément et ouvrit son agenda. Il y avait une réunion au même horaire. Pendant quelques minutes, il resta à regarder les 2 engagements comme s'ils étaient des poids posés de chaque côté d'une balance. Puis il fit ce qu'il faisait toujours. Il demanda à Simone de répondre qu'il tenterait de reprogrammer. Mais juste après,
Il regarda l'écran et se sentit plus petit que le poste qu'il occupait. Cette nuit-là, il trouva Thiago dans la cuisine, en train de remuer une tasse de lait. Marlène était déjà partie, mais elle avait laissé une assiette couverte sur la cuisinière. Raphaël demanda si son fils voulait parler. Thiago dit non. La réponse fut automatique, sans colère. Raphaël s'appuya contre le plan de travail et tenta une autre question. Il voulait savoir si quelqu'un l'embêtait à l'école. Thiago se raidit, puis dit que ce n'était pas ça. Raphaël voulut insister, mais il se souvint de ce que Marlène avait dit sans savoir qu'il l'avait entendu. Rester près de quelqu'un était aussi une forme de soin. Alors, il s'assit simplement à table. Thiago resta debout quelques secondes, puis s'assit aussi. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais ils restèrent là. Le lendemain, Raphaël appela Marlène avant de partir. Elle lavait l'évier de l'espace gourmet, les manches retroussées et le regard concentré. Il demanda si Thiago avait dit quelque chose au sujet de l'école. Marlène ferma le robinet. « Il en a dit assez pour que je comprenne qu'il ne veut pas être mis sous pression, » répondit-elle. Raphaël n'aima pas le ton, bien qu'il n'ait pas été irrespectueux. « Je suis son père, » dit-il. Marlène acquiesça. « Oui, monsieur, c'est pour cela qu'il attend plus de vous que de n'importe qui. » La phrase resta suspendue dans l'air. Raphaël ne trouva pas de réponse rapide, et c'est peut-être pour cela qu'elle fit mal. À partir de ce jour-là, il commença à remarquer des détails qui passaient auparavant invisibles. Marlène séparait l'uniforme de Thiago avec soin, mais le laissait choisir l'ordre des choses. Elle posait des questions simples, sans piège. Quand le garçon arrivait irrité, elle ne le corrigeait devant personne. Elle attendait le bon moment, parlait doucement et Thiago écoutait. Raphaël comprit que le respect ne venait pas du poste mais de la constance, et Marlène, avec sa présence silencieuse, était constante là où lui échouait. Un jeudi, Raphaël arriva avant 7 heures et trouva une scène qui le surprit. Thiago était assis par terre dans le salon, en train de monter un vieux puzzle. Marlène balayait près de la porte. Les pièces formaient une route traversant un champ vert. Raphaël reconnut la boîte, achetée des mois auparavant et oubliée dans le placard. « Tu as commencé ?» demanda-t-il à son fils. Thiago répondit sans lever les yeux. Marlène a dit qu'une route se construit une partie à la fois. Raphaël la regarda. Marlène continua simplement à balayer. La phrase était simple mais semblait faite pour tous les habitants de cette maison. Quand Marlène partit, Raphaël s'assit par terre. Thiago ne demanda pas d'aide, mais ne renvoya pas non plus son père. Ils restèrent là, à chercher les bords et les coins. Raphaël voulut poser 1000 questions, mais il se tut. Après presque une demi-heure, Thiago poussa une pièce vers lui et dit que celle-là conviendrait peut-être. C'était peu, mais Raphaël le comprit comme une invitation. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, le garçon ne monta pas directement dans sa chambre. Malgré tout, les dettes de l'école continuaient de courir en silence. Marlène paya la deuxième partie du suivi dans un bureau de loterie près de son travail. Elle regarda le reçu quelques secondes avant de le ranger. L'argent manquerait, mais elle ne pensa pas à abandonner. Il y avait sur le visage de Thiago la même ombre qu'elle avait déjà vue autrefois, chez un autre garçon. Ce n'était pas identique, parce qu'aucune histoire ne se répète exactement, mais c'était assez proche pour lui serrer la poitrine. Elle ne voulait remplacer personne. Elle voulait seulement empêcher que le manque d'attention devienne une habitude. Raphaël découvrit une partie de tout cela lors d'un matin étouffant de juillet. Il était en train de conclure un contrat lorsque Léonora appela. Son ton était cordial, presque heureux. Elle dit que Thiago avait terminé une étape importante du programme scolaire, que les professeurs remarquaient une amélioration et que la famille devait être félicitée. Raphaël la remercia par réflexe, jusqu'à ce que le mot programme allume une alerte. Il demanda des explications. Léonora, percevant la confusion, parla des réunions, du remboursement de la tablette, des mensualités et des reçus au nom de Marlène Santos. Raphaël resta silencieux si longtemps que la coordinatrice demanda s'il était toujours en ligne. Il l'était, mais quelque chose en lui s'était arrêté. Il raccrocha, annula la réunion et prit ses clés. Dans l'ascenseur, il vit son propre reflet dans le miroir poli. Costume impeccable, montre chère, visage ferme. De l'extérieur, il semblait être le même homme qui dirigeait des chantiers, des équipes et des contrats. À l'intérieur, il était un père, découvrant qu'une employée avait fait ce qu'il aurait dû faire depuis le début.
Le trajet jusqu'à l'école sembla plus long qu'il ne l'était. Chaque feu rouge apportait un souvenir. L'enveloppe ignorée, l'email repoussé, la question interrompue, le silence de Thiago. Léonora le reçut dans une petite salle, avec des dessins d'élèves accrochés au mur. Elle expliqua tout avec délicatesse. Elle dit que Marlène ne s'était jamais présentée comme responsable légale, seulement comme quelqu'un qui voulait aider. Elle payait, demandait des nouvelles des progrès, et demandait qu'on encourage Thiago sans l'exposer. Raphaël écouta les mains serrées sur les genoux. Il ne ressentait pas de colère contre elle. Il ressentait de la honte envers lui-même, et la honte était plus difficile à affronter. Marlène arriva 20 minutes plus tard, avec son sac en tissu à l'épaule. En le voyant à l'accueil, elle s'arrêta. Raphaël se leva. Aucun des deux ne parla immédiatement. Léonora perçut l'atmosphère et s'éloigna avec discrétion. Marlène serra la lanière de son sac, comme quelqu'un qui se prépare à une réprimande. Raphaël la regarda et demanda à voix basse pourquoi elle avait fait cela. Marlène respira profondément. « Parce que j'ai reconnu l'appel à l'aide, » dit-elle, « et parce qu'une fois, j'ai mis trop de temps à le reconnaître. » Raphaël perdit la force de sa question. Marlène ouvrit lentement son portefeuille, sortit une petite photographie et la tint avec soin. Le garçon sur l'image souriait en uniforme. « C'était Elio, » dit-elle. « Mon fils. » Raphaël regarda la photo et à cet instant comprit que la réponse serait plus grande qu'il ne l'imaginait et ne tiendrait pas dans des excuses toutes faites. Cette nuit-là, Raphaël s'assit avec Thiago dans la cuisine et raconta la vérité sans transformer Marlène en héroïne ni lui en méchant. Il dit qu'il avait échoué, qu'il n'avait pas lu les avertissements, qu'il avait confondu travail et protection. Thiago écouta en silence, puis demanda si Marlène allait partir. Raphaël répondit que non, si elle voulait rester. Quelques jours plus tard, tous les trois visitèrent l'école ensemble. Léonora sourit en voyant Thiago remettre un nouveau travail. Marlène resta au fond, discrète. Raphaël serra la main de son fils et comprit « Un foyer n'est pas une grande maison. C'est une présence répétée, un soin quotidien et un amour qui apprend enfin à rester. »